Si cette médiation amène quelques résultats et un début, je dirais, de désescalade, ce sera au crédit du Premier ministre. Mais si, dans le cas inverse, cette médiation, je dirais, échoue, il se pourrait qu'on considère à Washington et ailleurs que Bennett a été utilisé par Poutine pour gagner du temps dans... Nous allons parler politique avec vous, Richard Darmon. Richard, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Comme chaque lundi, nous allons essayer de revenir sur l'actualité politique, mais là, dans le cas précis, on va peut-être élargir et parler de l'actualité politico-diplomatique, puisque nous allons parler de la médiation de Naftali Bennett et de son impact sur la vie politique en Israël. Vous pensez que c'est, comme le disent une partie des éditorialistes israéliens, c'est une sorte de pari de qui tout double pour Naftali Bennett sur le plan politique, cette médiation ? Oui, tout à fait, parce que d'une certaine manière, si cette médiation amène quelques résultats et un début, je dirais, de désescalade, à voir ce qui se passe sur le terrain n'est pas trop probable pour l'instant, eh bien, ce sera au crédit du Premier ministre qui aura pu pénétrer dans la cour des grands, avec l'État d'Israël d'ailleurs. Mais si, dans le cas inverse, cette médiation, je dirais, échoue, il se pourrait qu'on considère à Washington et ailleurs que Bennett a été utilisé par Poutine pour gagner du temps dans un moment où il boostait ses forces sur le terrain pour passer à une offensive plus lourde. Et là, évidemment, l'image à la fois d'Israël et de Bennett lui-même serait fortement secouée. Et donc, on en est là, si ce n'est qu'il faut quand même, au crédit du Premier ministre, dire qu'il a reconnu ce risque et ce pari en disant devant le Conseil des ministres hier, à son retour, quelques heures après que son avion soit revenu de Berlin, après être passé par Moscou pendant Shabbat, eh bien, il a expliqué qu'il y avait peu de chances, que les chances étaient faibles, n'est-ce pas, pour que cette médiation réussisse, mais qu'il était, a-t-il dit, du devoir moral d'Israël de tout tenter pour essayer de limiter la souffrance de centaines de milliers de gens. Et donc, on ne peut pas dire qu'il se fait de grandes illusions. Là, il est assez lucide, mais en citant d'ailleurs plusieurs adages juifs, il a dit qu'il fallait, tant que tout était encore possible, il fallait faire le maximum. Alors, concrètement, qu'est-ce qui pourrait être considéré comme un succès et l'échec, c'est plus facile à déceler, mais qu'est-ce qui pourrait être considéré comme un succès pour Naftali Bennett? C'est-à-dire, je dirais même en dehors peut-être d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix entre les deux pays, qui semble effectivement un peu probable. Est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'une contrepartie que Naftali Bennett pourrait arracher à la Russie dans le dossier du nucléaire iranien, des accords de Vienne qui semblent se préciser ? Écoutez, déjà qu'on s'approche d'un accord et que les Russes ont changé de tactique, on en parlera demain dans notre émission d'analyse Israël au cœur du Moyen-Orient, qui sera consacrée au link justement entre l'Ukraine, la situation en Ukraine et le dossier iranien. Les Russes ont déjà fort à faire avec les Américains pour essayer de les mener par le bout du nez et arriver à leur fin. Je ne sais pas si ils auront une oreille, je dirais, qui écoutera les doléances, enfin qui aura écouté les doléances de Bennett sur la question iranienne, parce qu'ils ont eux-mêmes leurs propres impératifs, comme le fait de maintenir, non pas des sanctions, mais maintenir, disons, l'embargo total ou partiel sur le pétrole iranien, parce qu'ils sont l'un des remplaçants des Iraniens et ils veulent pas, en termes de concurrence, ils sont donc en opposition avec Téhéran, ils veulent pas perdre ce marché, et donc je ne sais pas si les petites, enfin du point de vue israélien c'est vital, mais les demandes de Bennett à ce sujet, qui déjà ne rencontrent pas trop d'écho auprès des Américains, je vois mal comment elles pourraient être entendues par les Russes, si ce n'est que oui, ils pourraient se servir aussi du prétexte de cette demande israélienne pour quelque part obtenir ce qu'ils veulent des Iraniens.
Donc c'est un jeu à triple face, c'est extrêmement sophistiqué, comme on le verra demain. Mais en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à Moscou, il y avait 3 sujets à l'ordre du jour. Évidemment, ce dont on parle, c'est-à-dire la situation sur le terrain, et je répondrai ensuite à votre question, qu'est-ce qui pourrait être fait, qu'est-ce que serait qu'une demi-réussite. Et puis, il y avait aussi la question donc des communautés juives d'Ukraine et des Israéliens qui sont en détresse pendant cette guerre sur place. Et puis, le dossier iranien et le dossier syrien qui sont liés, puisque on le sait, il y a une coordination que à la fois les Russes et les Israéliens veulent maintenir dans le ciel syrien pour éviter toute difficulté. Mais pour en revenir à répondre à votre question, je crois que l'une des manières que cette médiation emmagasine, si je puis dire, un demi-succès, ce serait que, au plan humanitaire, eh bien, la démarche de Bennett soit en partie entendue et que, par exemple, et encore une fois, ça n'a pas d'être le cas du tout sur le terrain ce matin, mais que, par exemple, les Russes, l'état-major russe reçoivent de Moscou des ordres formels de, oui, assurer les couloirs de sécurité, des couloirs, disons, non pas démilitarisés, mais dans lesquels il n'y aurait plus d'attaques permettant aux civils de sortir des zones de combat, et que d'une certaine manière, l'objectif humanitaire qui était celui de Bennett soit en partie atteint parce que il y aurait moins de victimes civiles. Ce serait une demi-mesure, mais Bennett pourrait toujours s'en targuer. En fait, il faut rappeler que c'est aussi le président Zelensky qui, à plusieurs reprises, avait demandé à Bennett d'intervenir. Et donc, Bennett a accédé à sa demande et c'est tout à son honneur. Mais il faut aussi noter, vous l'avez rappelé, que cette visite n'était pas de son propre chef seulement, c'est qu'elle a été coordonnée dans tous les détails avec les États-Unis, avec en partie la France, évidemment l'Allemagne. Alors, il se peut aussi que cette intercession mette du temps à avoir des résultats, et ce qui d'ailleurs permettrait à Poutine de faire un petit peu ce qu'il veut. Et ce serait, s'il y avait ne serait-ce qu'un demi-résultat, et a fortiori un résultat positif, cela grandirait, je dirais, le statut d'Israël au plan international et la position de Bennett lui-même au plan politique, surtout à un moment où l'organisation Amnesty International s'était forcée avec ses amis à l'ONU et dans l'arène internationale de déprécier le statut d'Israël en l'accusant d'apartheid. Donc, si vous voulez, c'est une contre-offensive, je dirais, très, très positive, du moins pour l'instant. Alors, Richard, est-ce que l'on peut dire que d'une certaine manière, Naftali Bennett se complaît en fait dans la position de neutralité, parce qu'en fait c'est cette position de neutralité qui, dans la crise politique, lui a permis de devenir le Premier ministre, hein, puisque en restant sur la touche entre les deux camps, eh bien, il a réussi à rassembler une majorité sur le plan politique, et que quelque part aujourd'hui, eh bien, il transpose un peu ce genre de modèle sur le plan diplomatique en disant bien, finalement, la neutralité, c'est la position de la force, ou c'est la position qui est la plus influente. On peut lire la situation comme cela, et je crois que c'est une tendance aussi, je dirais, pas psychologique, mais une tendance politique, une posture qui est celle de Bennett, de vouloir maintenir, de faire au chaud et de trouver des compromis. Mais je pense quand même, dans le cadre de la crise ukrainienne, qu'il y a une situation objective qui explique pourquoi Israël ne peut pas prendre parti pour un seul côté. Bien, on en a déjà parlé, c'est que d'un côté, sur le plan humanitaire et au niveau de la sympathie politique, ils sont Israël et je pense Bennett est du côté de l'Ukraine envahie par un État, par je dirais un coup de goujaterie et de je dirais de force internationale qui est celui de Poutine. Mais d'un autre côté, il y a ce n'est pas une petite mesure que de prendre en considération les besoins stratégiques et sécuritaires d'Israël qui depuis maintenant 7 ans, ça fait 7 ans que ce qu'on a appelé la campagne entre deux guerres permet à Tsahal d'avoir fait presque 1400 raids sur les positions iraniennes et celles du Hezbollah en Syrie. Et donc, si vous voulez, ce facteur est un facteur objectif qui montre que Israël ne pouvait pas se mettre que d'un seul côté. Et je crois d'ailleurs que
Binyamin Netanyahou, avec son style à lui, aurait sans doute pris les mêmes positions. Mais en tout cas, on peut dire que dans cette première manche de cette intercession, Bennett a joué un coup de maître dans la mesure où, comme le disait le fameux basketteur du Maccabi Tel Aviv le jour de la victoire contre le CSKA de Moscou en 1977, quand Israël a remporté donc avec le Maccabi Tel Aviv la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe de basket. Eh bien, nous sommes sur la carte. C'est ce qu'il avait dit, ce basketteur, je crois qu'il s'appelait Tal Brody, si je me trompe pas. Oui. Et nous y resterons. Et il avait pressenti que ce serait pas simplement en sport. Il a dit nous y resterons sur la carte en sport, mais dans bien d'autres domaines encore. Donc, d'une certaine manière, Bennett est le spécialiste des paris. Il a quand même remporté son pari de devenir Premier ministre avec seulement 6 députés de Yamina, et maintenant il n'en reste plus que 5. Mais il faudra que les jours qui viennent confirment qu'il a eu raison, et c'est un pari risqué. Je voudrais dire d'ailleurs, pour terminer, au plan, il y a des répercussions déjà au niveau non pas des sondages, il est trop tôt, mais au niveau de des rapports de force au sein de la coalition. On s'était rendu compte que son ministre des Affaires étrangères, donc Yair Lapid, était lui spécialiste des grandes déclarations et puis des grands retraits, si je puis dire, puisque pendant le corona, il a pas fait grand-chose. Et là, il a tout de suite fait une déclaration au deuxième jour de la guerre, peut-être en prenant les devants, en déclarant qu'Israël condamnait l'invasion russe en Syrie, ce qui n'a pas empêché dans les jours qui suivent Israël de s'abstenir à l'ONU sur le premier texte présenté par les Américains pour marquer cette condamnation. Mais depuis, on l'a plus entendu, et il laisse Bennett agir en ayant les yeux fixés sur l'automne 2023, donc dans 1 an et demi, quand il pourra peut-être lui succéder au poste de Premier ministre par la rotation. Et donc, Lapid, finalement, est le symétrique de Bennett. Il laisse Bennett prendre des risques, et lui, il attend son heure. Eh bien. Donc, on est dans une situation un petit peu attentiste, mais il est clair que malgré tout, les sondages le confirmeront. Il n'y a pas de dividende évident que Yamina, en tout cas en tant que parti, si ce n'est Bennett en tant que personne, que Yamina pourra toucher, puisque même depuis que Bennett est aux affaires, bien le parti n'a pas progressé dans les sondages. Il a perdu des membres, il y a une désunion à l'intérieur de Yamina, et donc c'est un outil, je dirais, qui résonne mal par rapport aux avancées de Bennett, et on va voir dans les jours qui viennent s'il y a un impact. Ce pari qui pourrait être en partie gagné rapportera des dividendes au Premier ministre. Eh bien, Richard Darmon, merci beaucoup pour cette analyse sur la médiation de Naftali Bennett, ses répercussions, tant sur le plan diplomatique que sur le plan politique. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.